La police française traque les réseaux islamistes. 12 personnes interpellées aujourd'hui à Paris et en banlieue. Les jeunes qui touchent le RMI sont de plus en plus nombreux et de plus en plus diplômés. Santé, alimentation et cancer. Un rapport prouve qu'il existe des aliments qui protègent de cette terrible maladie. Cinéma, un film sur Picasso et les femmes, Surviving Picasso, avec dans le rôle du peintre Anthony Hopkins. Madame, monsieur, bonsoir. Une semaine très exactement après l'explosion d'une bombe dans une rame du RER à la station Port-Royal à Paris, les enquêteurs poursuivent leur travail de fourmi pour tenter de retrouver le moindre indice. Aujourd'hui, par exemple, des policiers ont emprunté la ligne B du RER à l'heure où s'est produit l'attentat la semaine dernière. Dans les wagons, ils ont cherché à interroger les habitués de la ligne. Maryse Burgot, Didier Dahan. Ces hommes en civil sur les quais du RER-B sont des enquêteurs de la brigade criminelle. Plusieurs dizaines de policiers répartis sur l'ensemble de la ligne. C'était ce soir, entre 17h45 et 18h05, mi-jour tout juste après l'explosion de la station Port-Royal. Des enquêteurs à la recherche du moindre témoignage qui permettrait de donner des indices sur les poseurs de la bonbonne de gaz. Je voulais savoir si vous étiez dans la rame, c'est ça ? Non, ils prennent des renseignements si on a vu quelque chose de suspect. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. C'est ce qu'il convient d'appeler un travail de fourmi. Ce passager, comme beaucoup d'autres, dit n'avoir rien remarqué de particulier. Il est vrai que lors des derniers attentats, ce genre d'enquête de proximité n'avait pas apporté d'éléments probants. Qu'est-ce que vous demandez aux gens, monsieur, simplement? On est chargé par notre hiérarchie de voir qui a pris le train la semaine dernière, à la même heure, et qui éventuellement est descendu avant l'explosion. Essayez de trouver des témoins, tant que possible. À 18h05 ce soir, l'opération était terminée. Nous saurons dans les prochains jours si, par exemple, elle a contribué à affiner un éventuel portrait robot. Ce matin à Paris et dans la région parisienne, une vaste opération de police a abouti à l'interpellation d'une douzaine de personnes dans les milieux islamistes de la capitale. Un coup de filet qui n'est pas directement en rapport avec l'attentat du RER, mais qui s'inscrit dans le cadre d'une traque beaucoup plus globale des réseaux du groupe islamique armé en Europe. À cet égard, nous avons très récemment rencontré à Bruxelles, où il est en résidence surveillée, Ahmed Zaoui, un Algérien considéré par plusieurs services de police européens comme l'un des principaux responsables islamistes en Europe. Reportage Thierry Tuillier, Raymond Chaplat. L'opération était prévue bien avant l'attentat de mardi dernier. Un coup de filet au butin en apparence bien maigre, aucune arme et aucun document n'ont été saisis. Ce coup de pied dans la fourmilière aurait pour objectif de recueillir des informations sur les réseaux islamistes en Europe. Ces interpellations trouvent leur origine en Belgique, début 95, dans cet appartement de Bruxelles. Outre des armes, les policiers belges saisissent des documents sur lesquels figurent les noms des personnes interrogées aujourd'hui par la police française. Une dizaine d'islamistes sont aussi arrêtés, dont leur chef présumé, Ahmed Zaoui. Condamné à 4 ans de prison avec sursis pour association de malfaiteurs, nous l'avons rencontré il y a quelques jours à sa sortie de prison. Car malgré le sursis, la Belgique l'a placé pendant 1 an en détention administrative. Il est aujourd'hui assigné à résidence dans un quartier de Bruxelles, expulsable s'il ne trouve pas rapidement un pays d'accueil. Présenté par les Français comme un membre actif de la mouvance islamiste armée, il se défend de toute appartenance au GIA. C'est ridicule. Je n'ai jamais été membre du GIA et je n'ai jamais proclamé appartenir au GIA. La résistance en réalité est légitime, mais seulement une résistance organisée juridiquement et normalement. C'est la première chose. Je suis contre toute activité aveugle sans capacité politique. C'est clair pour moi et mes compatriotes du FIS. Je pense que le transfert de nos activités résistantes d'Algérie en France ou dans tout autre pays occidental est contraire à nos principes et ce n'est pas dans notre intérêt. Que dire alors du communiqué du GIA adressé aux autorités belges? Il exige la libération d'Ahmed Zaoui. C'est un faux, rétorque l'intéressé. Côté belge, en tout cas, on ne croit pas qu'il y ait un lien entre Ahmed Zaoui et les attentats en France. Personnalité du FIS, il est considéré comme une tête plus politique qu'opérationnelle. Un homme pour qui l'usage de la force peut être légitime, mais à l'intérieur des frontières algériennes. À noter encore que demain matin, l'un des juges antiterroristes, Jean-Louis Bruguière, partira pour l'Italie
pour y interroger Jamel Lounissi, considéré lui aussi comme le responsable des réseaux logistiques de transport d'armes pour les maquis algériens, actuellement incarcérés à Naples. À Paris se poursuit le procès du réseau de jeunes gens d'origine algérienne et marocaine impliqués de près ou de loin dans une opération de déstabilisation du régime marocain qui s'était traduit par le meurtre de 2 touristes espagnols à Marrakech en 1994. Au deuxième jour du procès, on en sait un peu plus sur le travail de recrutement des jeunes des banlieues par les responsables des réseaux terroristes islamistes. En direct, Thierry Curtet. Thierry ? Plus le procès avance, en fait, Daniel, et mieux on comprend le fonctionnement de ce soutien à un groupe de réseaux terroristes. Et en fait, on découvre un amateurisme tout à fait étonnant. Les commandos envoyés au Maroc, par exemple, en fait, n'avaient ni véritable plan de repli, ni objectif très précis. On avait le choix, soit tirer sur des policiers ou des touristes, soit faire un braquage, dira Tarek Fallah. L'entraînement en France était également des plus sommaires, marche en montagne, cours de théologie, tiré au pistolet, une fois. Quelques-uns ont tout de même passé plusieurs mois en Afghanistan, là aussi sans que l'entraînement soit véritablement plus poussé. En revanche, les recruteurs du réseau, eux, n'étaient pas des amateurs. Leur cible, leur proie, de jeunes musulmans des banlieues désœuvrés, qui avaient déjà fait, eux, un premier pas vers la religion. D'abord quelques soirées vidéo, ensuite quelques cours de religion. Ce sont 2 hommes qui vont recruter l'ensemble du réseau. Tarek Fallah était sous leur influence, il dira devant le tribunal « Je pensais bien faire, j'avais une caution religieuse, je n'aurais jamais fait ça pour l'argent ». Si l'un des 2 hommes est en fuite, l'autre est dans le box des accusés. Abdelillah Diane n'a pas encore parlé. En fait, tout le désigne comme le principal responsable. Merci Thierry. Le président de la République, Jacques Chirac, s'est exprimé aujourd'hui à propos de la situation en France après l'attentat du RER de la semaine dernière. Et il est revenu une nouvelle fois sur l'attitude des Français face au terrorisme. Jacques Chirac. La France vient à nouveau d'être frappée par le terrorisme. C'est en fait la démocratie qui est visée. Les Français, n'en doutons pas, feront une fois encore preuve de sang-froid, de courage et de solidarité. Mais je sais aussi qu'ils se garderont de tout amalgame. Nous ne ferons pas le jeu du terrorisme d'aucune manière. Le tunnel sous la Manche, 3 semaines après l'accident, le trafic reprend peu à peu. Après les trains Eurostar la semaine dernière, ce matin, reprise du trafic des navettes voitures. Dans le même temps, l'enquête sur les raisons de l'accident se poursuit. Anne Mourgue, Dominique Mas. La reprise du trafic, les dirigeants d'Eurotunnel l'attendaient depuis 3 semaines. Ce matin, pour la première navette, tout était prêt. Seul manquaient les passagers. À l'embarquement, quelques voitures seulement. C'est normal, les gens ne sont pas tellement au courant, donc à mon avis, ils viendront au fur et à mesure. Une reprise progressive, pour l'instant, à peine une navette sur 2. Visiblement, une journée sans problème, même les passagers semblent détendus. Un petit incendie, finalement, c'est grave, mais on n'a pas peur. Ça ne va pas changer vos habitudes? Oh non, non, ceci c'est le plus facile, le plus vite. Et... Vous savez, il y a des avions qui tombent, il y a des accidents de voitures, il y a des bateaux qui coulent dans les ports. Aucune raison, franchement. Nous sommes parfaitement à l'aise. En apparence, rien de changé. Pourtant, la vitesse a été réduite, le temps de trajet rallongé de 15 minutes, la sécurité renforcée. Pendant toute la durée du travaux, une navette sera en attente, prête à partir de chaque côté. Et l'équipe de pompiers sera en permanence près du lieu de l'incident et prête à intervenir si besoin était. Au même moment, des 2 côtés de la Manche, l'enquête se poursuit. Elle s'annonce longue et difficile. Accident, acte de malveillance. Côté français, aucune hypothèse n'est privilégiée. Les journaux anglais évoquent quant à eux un acte de malveillance. Certains accusent même le personnel d'Eurotunnel d'être à l'origine de l'incendie. Des informations formellement démenties par les autorités judiciaires françaises. Elles parlent de tentatives de manipulation qui visent les intérêts économiques d'Eurotunnel en France. Économie, la privatisation de Thomson. Les Français pourraient être fixés dès jeudi sur la nouvelle stratégie du gouvernement. L'entreprise pourrait être cédée en 2 temps. D'abord les industries de défense, ensuite le secteur multimédia. Les Coréens de Daewoo ne sont pas écartés de l'offre, mais leur chance apparaît tout de même bien réduite. C'est sans doute pour cette raison que le président du secteur audiovisuel de l'entreprise coréenne est arrivé aujourd'hui à Paris pour consulter tous azimuts. Jean-Paul Chapelle, Bernard Puissasson. Le docteur B a réuni l'état-major de Daewoo pour préparer sa riposte. Ici à Paris, les Coréens sont furieux contre la commission de privatisation
qui les a mis en cause. Une colère masquée derrière un sourire de façade. J'ai lu le rapport de la commission de privatisation plusieurs fois. Et je ne comprends toujours pas comment un tel rapport a pu être écrit par une autorité responsable. Le candidat rival Alcatel n'a même pas mentionné l'emploi dans son offre. Nous, on s'est engagé pour créer des emplois et notre engagement se retourne contre nous dans la compétition. C'est injuste, c'est une discrimination. Si Thomson est vendu en 2 parties, est-ce que vous êtes toujours candidat? Si on complique le processus, ce sera du temps perdu. Thomson Multimédia va rester dans le flou et continuera à perdre de l'argent. La valeur de l'entreprise va diminuer encore. Cela va mettre en péril la survie même de l'entreprise. Impatient, le Dr B voudrait connaître enfin les nouvelles modalités. En attendant, aucun traitement de faveur pour Daewoo. B n'est plus le sauveur de Thomson Multimédia, il fait la queue au restaurant comme tout le monde. Et pour préserver la moindre chance de l'emporter encore, le PDG s'efforce de rester diplomate. Les débats en France sont très passionnés, il y a des points de vue très différents. Mais le peuple français est sage et finit toujours par prendre une sage décision. Daewoo veut croire encore qu'une sage décision lui sera favorable. Ce soir, au ministère de l'économie, le Dr B plaide sa cause une dernière fois. Mais il prévient, s'il est définitivement écarté, Daewoo réclamera au gouvernement des explications pour le préjudice subi. En bref, le blocus des ports corses par les patrons pêcheurs est levé ce soir. La négociation a abouti. Les pêcheurs voulaient être inclus dans le projet de zone franche. Ils pourraient à la place recevoir une aide spécifique. Toulouse, 8e jour de grève dans les transports en commun. La négociation a également abouti. La reprise du travail a été votée. Un accord est intervenu sur la réduction du temps de travail. Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le RMI, sont de plus en plus jeunes et, ce qui est nouveau, de plus en plus diplômés. Sur près d'1 million de bénéficiaires, les jeunes de moins de 30 ans représentent 43% des allocataires. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Célibataire, jeune, il a 28 ans, Jean-Claude est presque le portrait type de l'allocataire du RMI. En fait, c'est sa difficulté à trouver un emploi stable qui l'a conduit à toucher cette allocation. Petit boulot, petite formation, son BEP en commerce était jugé à chaque fois insuffisant par les employeurs. Pour moi, c'était vraiment une barrière de ne pas avoir fait des études, quoi. J'étais tout le temps confronté à des portes, à des barrières, etc. Et que maintenant, je peux franchir. Car pour Jean-Claude, le RMI est un nouvel espoir. Cela lui permet de bénéficier d'une formation gratuite. Il suit des cours au Greta et prépare le DAEU, l'équivalence du bac. Grâce à des CES et l'aide des parents, l'aspect alimentaire du RMI est secondaire. Je me suis dit pendant un moment que le RMI c'était un échec et puis après j'ai essayé de voir le côté positif. Et c'est là que j'ai compris que grâce au RMI, je pourrais justement payer les études. L'enquête du Crédoc montre que la situation de Jean-Claude se rencontre souvent. 40% des RMistes ont moins de 30 ans. Ce n'est pas la misère qui les a conduits à percevoir le RMI, mais le mal à trouver un emploi stable. Les juges de La Réunion ont condamné aujourd'hui l'ancien maire de Saint-Denis de La Réunion, ancien maire socialiste, Gilbert Annette, à 30 mois de prison, dont 18 fermes pour corruption. Monsieur Annette est impliqué dans différentes affaires de financement politique par des entreprises dans le cadre de passation de marchés publics. Plusieurs responsables de la Compagnie Générale des Eaux ont également été condamnés à de la prison avec sursis, ainsi que Louis Nicolin, connu dans les milieux sportifs comme président du Football Club de Montpellier et qui dirige une entreprise de ramassage d'ordures ménagères. Le Canard enchaîné à paraître demain révèle que le président du Conseil général de l'Essonne, Xavier Dugouin, a négocié directement avec Jean Tibéry le montant du contrat pour le rapport réalisé par sa femme Xavière Tibéry. Michel Vaujour, le roi de l'évasion devant les assises de Versailles. Souvenez-vous de sa spectaculaire cavale de la prison de la Santé, c'était en 86, enlevé par sa femme aux commandes d'un hélicoptère. Mais la chance ne fut pas longtemps au rendez-vous. Repris, il tenta par 2 fois de s'évader en 93. Et à 45 ans, Michel Vaujour risque bel et bien de finir sa vie derrière les barreaux. Valérie Hermite, Luc Bachofen. À chaque transfert de Michel Vaujour, c'est le même déploiement de force. Et pour la même raison,
la psychose de l'évasion. En 13 ans, Michel Vaujour va réussir 5 évasions, dont la dernière qui l'a définitivement rendu célèbre. Le 26 mai 1986, un hélicoptère survole Paris, puis la prison de la Santé. À l'aide de cordes, 2 hommes se hissent sur le toit. Seul Michel Vaujour réussit à s'évader. Le pilote de l'hélicoptère s'appelle Nadine, c'est sa femme. En 1993, l'histoire bégaye. Vaujour est à nouveau incarcéré. 3 complices tentent de le faire évader. L'un de ses complices est à nouveau une femme. Elle ne s'appelle plus Nadine, mais Jamila. C'est une visiteuse de prison qui va follement tomber amoureuse de lui. C'est vrai qu'il y a toujours les mêmes sentiments autour des évasions de Michel Vaujour. C'est-à-dire ? C'est-à-dire de l'amitié, c'est-à-dire de l'affection et c'est-à-dire pour certains de l'amour. Durant toute la lecture de l'acte d'accusation, Vaujour, qui a 45 ans, a déjà fait 21 ans de prison, n'a cessé de regarder fixement le plafond. Comme épuisé d'entendre à nouveau sa vie défiler dans un prétoire, comme désespéré de savoir qu'il encourt aujourd'hui 30 ans de réclusion criminelle, en plus des 17 ans qu'il lui reste encore à faire. À Montpellier, au procès des 3 assassins de Jacques Roseau, ancien porte-parole du Recours, association de rapatriés d'Algérie, les défenseurs des accusés ne sont plus d'accord sur la tactique à suivre pour la défense de leurs clients. Sur place, Léo Lamberton. Un retard étonnant. Ce matin à 8h30, tout le monde est là pour ce 2e jour de procès, sauf les avocats des accusés. Ils ne sont pas loin. À l'écart de la salle d'audience, ils ont une franche explication. Mais au bout d'1 heure, la défense se vole en éclats. Chacun veut voir dans ce procès, et peu importe ce qui arrivera à Lozano, à Oums ou à Navarro, veut y faire son procès. La partie civile veut en faire un procès politique de l'extrême droite, et certaines parties de la défense veulent faire le procès de Jacques Roseau. Moi, je me refuse à l'un et à l'autre. Avant de faire le procès des 3 accusés, certains avocats voulaient faire celui de la victime, Jacques Roseau. Mais devant l'hostilité de ses confrères, l'avocat de Jean-Claude Lozano déclare qu'il renonce à défendre son client. Je n'y comprends plus rien, lâche un Lozano abasourdi, alors que son avocat quitte la salle d'audience. Ce que je veux expliquer, c'est le désaveu de Roseau qui a entraîné, par la communauté pied-noire, qui a entraîné la présence de ces 3 garçons sur place. Quand ils l'ont vu, ils sont restés pour lui demander des explications, éventuellement lui administrer une correction. Les choses ont mal tourné, mais l'essentiel, c'est le désaveu de la communauté. Pour nous, pour moi, c'était le désaveu de la communauté pied-noir, qui a peut-être mal compris le comportement de Roseau, mais qui l'a quand même désavoué, et je ne peux plus le plaider. Malgré les incidents, les éclats de voix, après 2 jours d'audience, la question essentielle reste toujours sans réponse. Qui a tué Jacques Roseau? Et c'est peut-être demain, alors que seront abordés uniquement les faits, que le procès pourrait connaître une avancée décisive. Aux États-Unis, 5 mois après l'attentat d'Atlanta qui avait fait 2 morts et une centaine de blessés pendant les Jeux Olympiques, l'arrestation par erreur ensuite d'un garde du parc, eh bien le FBI offre 2,5 millions de francs aujourd'hui pour toute information susceptible de conduire cette fois-ci à l'arrestation du ou des vrais coupables. Les policiers américains ont même rendu public l'appel téléphonique de l'auteur de l'attentat quelques minutes avant l'explosion de la bombe. On l'écoute. Actualité internationale maintenant. Les Nations Unies ayant donné leur feu vert pour l'échange pétrole-nourriture, l'Irak a repris aujourd'hui ses exportations de pétrole qui devraient lui permettre de s'approvisionner en produits de première nécessité pour une population qui manque de tout ou presque. En Yougoslavie, le président Milosevic ne cède pas. Il confirme l'annulation des victoires de l'opposition aux élections municipales alors que les 16 pays membres de l'OTAN lui demandent de revenir solennellement sur cette décision. Les manifestations, quant à elles, se poursuivent à Belgrade et demain, les syndicats ouvriers ont décidé de se mêler au mouvement de protestation. Ce sera un test important. Il n'y a pas que dans la capitale que les défilés se suivent. Exemple, dans une grande ville industrielle à 150 km au sud-est de Belgrade, une municipalité gagnée par l'opposition. Éric Lemasson, Philippe Deslandes. L'usine Zastava était autrefois la fierté de la Yougoslavie. Métallurgie, armement, automobile, ces cheminées nourrissaient toute la ville de Kragujevac. Aujourd'hui tout va mal. Seules les armes se vendent encore, le reste de la production est un désastre. En ce moment, la chaîne d'assemblage automobile est même arrêtée.
200 000 Yougos sortaient pourtant chaque année des ateliers, 7 000 seulement l'an passé, et cette année, moins encore. Alors évidemment, à l'heure de la sortie du boulot, les mines sont loin d'être réjouies. Oui, par rapport à il y a un an, il y a 80% de boulot en moins. Il y a un peu de boulot, mais vraiment très peu. Il y en a beaucoup qui sont en congé payé. Et les salaires, comment ça se passe? Il n'y a pas de salaire. On ne les touche pas. Toujours pas, depuis le mois d'octobre. On n'a pas eu nos salaires. 40 000 ouvriers, dont la moitié en congé payé, c'est le nom local du chômage technique. Salaire 500 francs par mois. Autant dire que cette vitrine en face de l'usine n'attire pas les regards. La moins chère des Yougos coûte 30 000 francs. En arrivant à Kragujevac, on s'attend à voir s'exprimer la colère ouvrière dans les manifestations. Effectivement, comme à Belgrade, l'opposition rassemble ici chaque jour tous les mécontents de la ville. Mais les ouvriers n'y sont pas. Vous avez 80 ou 90% des ouvriers qui ne travaillent pas. Ils ont déjà dû faire face à 5 ou 6 ans de guerre et de crise pendant lesquels ils ont été obligés de se débrouiller, de cultiver leur jardin, de faire des trafics, tout ce qu'on appelle l'économie grise. C'est humain, ils ont perdu la motivation pour un combat ouvrier et un combat de classe. C'est la grande force du président Milosevic. Lui qui a toujours su rallier les Serbes sous sa bannière nationaliste, compte encore sur la docilité de ce monde rural et ouvrier. À Kragujevac, l'opposition a gagné les municipales. Le futur maire attend de son mandat de pouvoir enfin contrôler les médias locaux. Un appel à la grève générale est lancé. L'enjeu pour les anti-Milosevic sera de faire prendre la grève contestataire jusqu'au cœur des ateliers de l'usine Zastava à Kragujevac. En Belgique, nouveau scandale au sein du gouvernement. Le ministre régional de l'éducation de Wallonie, soupçonné de pédophilie, a préféré démissionner alors que le Parlement wallon ne s'est pas encore prononcé sur son dossier. De son côté, la Cour de cassation demande un délai pour statuer sur le sort du vice-premier ministre belge Elio Di Rupo, lui aussi accusé, vous le savez, de pédophilie. Retour en France sur le front des inondations dans le sud. La tendance générale est à la décrue, heureusement aujourd'hui, notamment de l'Aude, à Narbonne et aux alentours, où tout de même l'alimentation en eau potable n'a toujours pas été rétablie. Patrice Romden, Frédéric Faure. La décrue. 2 cm par heure aujourd'hui à Narbonne et déjà les premières conclusions. Oh, c'est une situation qui est pas critique, mais c'est une situation quand même qui est assez pénible. Et prévisible. Certes, les inondations sont d'abord dues aux pluies torrentielles. Mais il y a autre chose. Par le passé, l'homme a voulu se mêler de la vie de la nature, laquelle, c'est bien connu, ne manque pas une occasion de se venger. Tout a commencé ici, à Coursan, à 20 km de la mer, il y a un peu plus de 2 siècles. 1765, inondation catastrophique. 66, les seigneurs des États décident de changer le cours de l'Aude. Ils font des digues à Coursan. L'Aude part de Coursan, ligne droite à la mer. 4 ans plus tard, inondation catastrophique. Les Coursanais décident de remettre l'Aude dans l'ancien lit et nous en sommes toujours au même point. Ça n'a jamais été fait, vous voulez dire? Jamais. En rouge, l'ancien lit de l'Aude qui serpentait dans la région. Le fleuve naturel prenait son temps. En bleu, le lit actuel, trajectoire quasi rectiligne. Et en marron, sur ces images, le résultat que contemplent des badauds à l'heure de la décrue. Nous, on habite à la plage, on a un appartement à la plage, j'ai des amis qui en ont, qui ne résident pas nécessairement à Narbonne. Et pour eux, évidemment, ils n'ont jamais vu cette région-là qu'on ne connaît que l'été, ils ne l'ont jamais vue dans ces conditions-là. Alors, pour épater les amis, pas question de manquer de telles photos. Il est vrai que la dernière crue de cette ampleur date de 1971. Santé. Un rapport réalisé par des spécialistes français, anglais et américains prouve qu'il existe un rapport entre alimentation et cancer. Certains aliments protègent de cette terrible maladie. C'est le cas par exemple des fruits et légumes. Jean-Daniel Flézaquier, Alain Dubas. Tu peux, mais j'en mets à la soupe quand même. Vous croyez être au marché, en fait vous êtes dans un laboratoire. Devant vos yeux s'étalent vitamines, minéraux, oligo-éléments, des fibres et même des tanins. Et tout cela mélangé donne les meilleurs produits de prévention en matière de cancer. Cela s'appelle des fruits et des légumes. La preuve, c'est écrit dans ce rapport de plus de 500 pages. Prenez l'ail, il contient du sulfure d'allyle. Il y a des Chinois qui en mangent jusqu'à 20 grammes par jour. Ils font 10 fois moins de cancer de l'estomac que leurs voisins. Et ces tomates bien rondes, elles contiennent du lycopène, une substance qui protège des cancers du pancréas et de la prostate.
Mais en France, la plupart d'entre nous avons une alimentation qui n'est pas franchement végétarienne. Certains même sont de véritables ogres. Pas question pour autant de rejeter la viande rouge, mais pour protéger son côlon, mieux vaut ajuster les doses de steak. On a trouvé que pour les cancers des voies digestives, et surtout pour les cancers du côlon, des alimentations déséquilibrées, très riches en viande et pauvres en légumes, augmentent le risque de cancer de l'intestin. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Et il faut donc privilégier les légumes et les fruits. Il faut privilégier les légumes, les fruits, les céréales complètes et avoir une alimentation qui ne soit pas exclusivement basée sur des produits d'origine animale. Enfin, n'imitez pas nos amis américains et évitez les fortes doses de vitamines et de bêta-carotène. Elles peuvent être très dangereuses. Si vous rêvez de vitamine C, mangez des fruits. Il y a 360 mg de vitamine C dans un kiwi. Oui, oui. Le président de la République a remis aujourd'hui à Paris le prix des droits de l'homme pour des actions entreprises dans l'ex-Yougoslavie ou encore à Cuba et dans les territoires palestiniens. À cette occasion, Jacques Chirac est revenu sur sa volonté de sanctionner tous les propos racistes ou xénophobes. Le président de la République. Lorsque des attitudes ou des pratiques discriminatoires, des paroles racistes ou xénophobes s'expriment dans notre pays, alors elles doivent être relevées, poursuivies, sanctionnées. Nous ne laisserons pas les appels à l'exclusion, à la haine, à la violence, voire au meurtre, s'abriter derrière la liberté d'expression. Ce discours est l'occasion pour nous de revenir sur la notion de race, récemment, souvenez-vous, évoquée par Jean-Marie Le Pen et qui a provoqué toute une polémique. Car effectivement, le mot race existe bien dans la Constitution française, mais pas au sens où l'entendent certains. C'est le thème de notre enquête de ce soir, menée par Valérie Fourniou, José Boulestex, intitulée « Un mot de 4 lettres ». Article 2 de la Constitution de 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ce mot, race, inscrit dans les fondements même de notre société, peut mettre le doute dans les esprits, car l'idée de race humaine n'a rien de scientifique. Au sortir de la guerre, les pères de la Constitution ont voulu donner à notre nation les garanties juridiques pour que le génocide des Juifs ne recommence pas. Le classement systématique des hommes par race est pour les scientifiques une aberration. Ils préfèrent parler de population. Ils parlent de population parce qu'ils ont trouvé que les caractères d'une population, dans une population, varient de façon énorme et varient presque autant d'un individu à un autre que d'une population à une autre. Et ils ont pratiquement complètement abandonné le concept de race. Mais au XIXe siècle, les scientifiques parlent de race. C'est le français Broca qui en invente l'expression. Méthodiquement, il classe les hommes, notamment en mesurant les crânes. Il fonde l'anthropologie. Le comte de Gobineau, également français, lui va plus loin. Après une série de voyages, notamment ici en Érythrée, l'idée de la suprématie d'une race sur une autre le séduit. Il donne naissance à la notion de race aryenne. Ces thèses ne sont pas approuvées par tous les ethnologues de l'époque, tous de grands voyageurs, même si leur vision de l'espèce humaine s'arrête également aux différences culturelles et à la couleur de la peau. Les ethnologues étaient un produit de la société coloniale qui était convaincu de la supériorité de l'Occident sur le reste de la planète. Ils se croyaient donc le droit d'aller partout, de donner des ordres et d'enregistrer les mœurs des sauvages, comme ils disaient, auprès desquels ils allaient enquêter, comme si ça avait été des êtres d'une catégorie inférieure. La tribu des Aïts Malas s'est conduite comme des chacals puants. Si la France n'avait pas le cœur de ne pas exécuter des individus de votre espèce, il n'y en aurait plus un de vivant. Les liens entre la politique et l'ethnologie ont longtemps été très étroits. L'invention du quotient intellectuel par le français Alfred Binet a même servi la politique américaine. En 1917 d'abord pour mesurer l'intelligence de ces hommes mobilisés pour l'Europe, puis ensuite pour sélectionner les immigrés trop nombreux. Ce qui est insupportable, c'est de s'appuyer sur la science pour soutenir ça. Car la science ne peut... La science, c'est la politique qui vient la chercher. La science ne soutient pas le concept de race, mais la politique vient chercher la science pour essayer d'expliquer
et de maintenir une situation de dépendance des uns par rapport aux autres. Exemple, le cas Georges Montandon. Cet ethnologue suisse, naturalisé français en 1941, a théorisé son antisémitisme dans des ouvrages pseudo-scientifiques. Pour les nazis, Montandon peut être un objet important de propagande quand les nazis occupent la France. À tel point qu'il fournit les documents nécessaires à l'exposition Le Juif et la France sous Vichy. Cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Et tout naturellement, Montandon devient le raciologue français auprès du commissariat général aux questions juives. C'est lui qui délivre les certificats d'appartenance ou de non-appartenance à la race dite juive. Ces pseudo-expertises enverront de nombreux Français dans les camps de concentration. Le racisme érigé en système politique. Aujourd'hui encore, les émules existent. Même si la science ou notre constitution bannissent toute ségrégation basée sur un simple mot de 4 lettres. En bref, manifestation de protestation hier soir à Grenoble à l'occasion d'une réunion publique tenue par Jean-Marie Le Pen. La manifestation s'est terminée en affrontement avec la police. 6 personnes interpellées vont être traduites en correctionnel. Ceux que l'on appelle les intermittents du spectacle ont manifesté un peu partout en France aujourd'hui et occupé des théâtres. Ils sont en conflit avec le patronat français, le CNPF, à propos de la réforme du régime d'assurance chômage. Thierry Hay, Jacques Gérard. D'un opéra à l'autre, de Bastille à Garnier. On reste un peu dans la lune, mais on n'est pas dans la lune. On les accuse souvent d'être dans la lune, mais lorsqu'il s'agit de défendre leur statut social, ils ont les pieds sur terre. Comédiens, danseurs, musiciens, techniciens du spectacle dans la rue pour dénoncer l'attitude du CNPF accusé de vouloir modifier leur assurance chômage. Actuellement, un intermittent du spectacle qui travaille 507 heures touche une indemnisation sur 12 mois. Un nouveau projet proposerait 676 heures pour une indemnisation dégressive sur 8 mois. Mais ce rôle-là, ils n'entendent pas le jouer. Pas question de devenir intérimaire après avoir été intermittent. Les 3 quarts de ceux qui sont comédiens ne le seront plus. Ils vont aller retrouver tous ceux qui n'ont plus rien. Mais c'est très dur déjà 507 heures. Comment voulez-vous faire plus, faire 700 heures ou 680 sur 8 mois? C'est ingérable. Mais le CNPF aligne 2 chiffres. En 95, les cotisations versées par les intermittents représentent 620 millions pour 2,8 milliards remis. Les artistes soulignent l'importance de la vie culturelle dans un pays et avancent d'autres arguments. 80% d'entre nous qui ont travaillé 10-15 ans à un instrument de musique, parce que je suis musicien donc je représente les musiciens, vont se retrouver RMistes, alors qu'on peut devenir RMiste sans rien faire. Donc on aura vraiment choisi la voie longue. Je ne vois pas comment je pourrais bouffer si j'ai que mon salaire, que mes revenus avec mes heures où je travaille. Votre profession? Je suis décorateur. Le statut actuel protège un artiste entre 2 emplois. Mais quelques-uns, peu nombreux, n'hésitent pas à en abuser. Après une rencontre entre le ministre de la Culture et Jean Gandois, les intermittents ont obtenu 4 mois de sursis. 4 mois pour un dossier brûlant et grave. Ce soir, de nombreux théâtres sont occupés et en province comme à Paris pour le spectacle. Ce sera à rideau. À noter que ce reportage a été monté par un monteur lui-même en grève aujourd'hui. L'acteur gallois Sir Anthony Hopkins a été fait aujourd'hui commandeur des arts et des lettres par le président du Sénat, René Monory. C'était ce matin, cet après-midi, plus exactement, au Palais du Luxembourg. Anthony Hopkins, qui est le héros d'un film de James Ivory, qui lui-même, vous l'avez vu à l'instant, a été décoré, intitulé Surviving Picasso, qui relate le rapport du célèbre peintre avec les femmes. Anthony Hopkins, pour la circonstance, s'est une nouvelle fois parfaitement glissé dans le rôle. Il ressemble à s'y mépendre au peintre, tout comme il ressemblait à Richard Nixon, ou encore à Hitler, ou encore à Winston Churchill dans d'autres films. Pascal Deschamps, Pascal Peuillot. 10 ans d'une idylle aussi passionnée que mouvementée. Elle a 23 ans quand ils se rencontrent en 1944 et François Gillot, jeune artiste peintre de bonne famille, se laisse emporter dans un Paris qui savoure sa liberté toute neuve par un tourbillon nommé Pablo Picasso. Il y a bien eu quelques femmes, des centaines de milliers de femmes. Je ne sais plus, je ne peux pas dire combien. Tellement.
Maintenant, il n'y a que toi. 10 ans d'une vie d'artiste, Picasso amoureux, Picasso infidèle, Picasso fantasque et tyrannique. Le film est inspiré de plusieurs témoignages recueillis dans un livre, Picasso, créateur et destructeur. Toute la vérité d'un homme plein de contradictions. Monsieur, je suis navré. Tout ça, c'est de ma faute, mais je suis à votre service depuis si longtemps, 25 ans. 25 ans de trop. Monte ça, tu veux? Alors, après Quoi? tout ce temps-là, après tout ce que j'ai été pour vous, vous me renvoyez? Oui, je vous renvoie. Picasso était un homme hors du commun. Après tout, tous ces gens qui tournaient autour de lui pouvaient toujours le quitter, si ça ne leur plaisait pas. Mais il restait. C'était leur choix. On peut aussi dire que Beethoven ou que Mozart étaient des monstres. Il m'arrive souvent de faire des erreurs. Et ça arrive aussi à Dieu. Il fait un teckel, ensuite un éléphant, un écureuil, une baleine. Comme moi. Il a tout essayé, comme moi. Il n'a aucun style. Le style, ça ne vient qu'une fois qu'on est mort. James Ivory n'a pas reçu le soutien de la famille. François Gillot avait pourtant collaboré au projet avant de se retirer, sans donner d'explication. Comme beaucoup de gens l'ont dit ici en France, ce film lui rend plutôt hommage. Je ne comprends pas sa réaction. Certains admireront dans ce Picasso l'être libre envers et contre tous. D'autres regretteront qu'on étale la vie privée d'un génie. Pour les mettre d'accord, ces toiles exposées au Grand Palais, portraits de femmes aimées puis quittées. Une vie de peinture, une vie de sentiments, réconciliée pour l'éternité dans les musées. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, dernier journal Thierry Tuillier, 20h50, James Bond, 007, l'homme au pistolet d'or. Demain, les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Jean-François Copé, député RPR, 13h, Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.